Bonsoir à tous, toutes et à tous, bienvenue dans Bazar. Je suis comme d'habitude avec Étienne. Bonsoir Étienne. Bonsoir Hugo. Et ce soir, nous nous posons une question très simple. Pourquoi faut-il lire Pierre Berthommieu? Alors, Pierre Berthommieu, nous l'avons déjà cité de nombreuses fois dans Bazar, surtout lorsque nous évoquions l'œuvre de Christopher Nolan dans notre cycle monstrueux, je rigole, mais en tout cas très long, ça pour le coup il l'est, c'est un fait, sur ce cinéaste. Berthommieu est un critique de cinéma, un historien du cinéma français, qui est spécialiste du cinéma hollywoodien. Ça c'est quand même important de le préciser tout de suite, c'est un spécialiste d'Hollywood et pas du cinéma américain. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Il l'explique au début de son ouvrage Sa somme monumentale sur Hollywood. Je reviendrai après sur sa bibliographie. Donc, il est professeur, il est professeur de cinéma, professeur. Euh, À Paris 8, je ouais, crois. oui, c'est ça. Autour de questions esthétiques, essentiellement. Il a publié plusieurs livres. Il a publié un livre sur la musique de film. Il a publié une monographie sur Kenneth Branagh. Il a dirigé, coordonné un ouvrage sur Star Wars sous-titré Le Rebelle et l'Empereur. Euh, il a publié un ouvrage sur Duel au Soleil et la fabrication du film, qui a été euh, livré avec dans le boîtier Carlotta de l'édition de luxe de Duel au Soleil de King Vidor. Et il est l'auteur surtout, je crois, même si ses autres œuvres sont passionnantes, mais surtout d'une trilogie sur Hollywood en trois parties. Hollywood classique, le temps des géants, Hollywood moderne, le temps des voyants, et Hollywood, le temps des mutants, qui sont parus respectivement en 2009, 2011 et 2013, et qui sont des sommes monstrueuses. Je te laisse, Étienne, parce que j'ai déjà pas mal parlé. Dire comment tu as découvert Pierre Berthommieu, ce que tu as lu en premier, et on va commencer tout de suite, je crois, à évoquer notre rapport direct à son œuvre, Oui, et puis répondre aussi à la question pourquoi faut-il le bien lire? sûr. Alors moi je l'ai découvert il y a de ça 3 ans, je dirais 2-3 ans. C'est toi qui me l'as fait découvrir. Tu m'en avais parlé longuement à de nombreuses reprises et je me souviens que moi c'était le prix des trois bouquins donc de sa somme critique dont tu parlais, Hollywood classique, le temps des voyants et le temps des mutants. Euh, et donc c'est de cette manière là que je l'ai découvert. Et pour moi, il était très important dans ma cinéphilie, mon rapport au film, la manière dont j'ai abordé la critique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se démarque énormément, je trouve, des autres critiques. C'est de par le fait qu'il choisit un angle tout particulier, déjà celui de l'érudition profonde. Donc il a une culture qui est immense en termes de cinéma, principalement américain, hollywoodien, comme tu l'as spécifié, mais il a aussi des connaissances très solides en histoire des formes, en philosophie de l'art, en histoire de l'art. Il sait analyser le jeu d'acteur. C'est un expert de la musique de film. Il parle de la tonalité de la musique, de l'atonalité de la musique. Il peut remonter le fil de l'histoire du cinéma jusqu'aux premiers metteurs en scène qui nous viennent du théâtre. Je pense notamment à Max Reinhardt. Il peut aussi bien parler de Ruben Mamoulian que de Steven Spielberg, que de Michael Mann, que du nouvel Hollywood ou bien de l'Hollywood plus classique. Donc c'est vraiment une densité critique, une érudition à toute épreuve. Et déjà, de par ce biais-là, il impressionne énormément. Moi, quand je m'intéressais à la critique au début, je me sentais mis sur le banc de touche quand, par exemple, je tentais de lire Deleuze, qui m'apparaissait comme une sorte de charabia. Euh, et il a une prose qui est très dense, très imagée, qui peut être lyrique, un peu comme, je le rapprocherais plus de Roland Barthes. Euh, Ah bon? voilà, à ce niveau-là, en tout cas.
mais c'est ouais, vraiment il y a aussi disons, un regard sur le cinéma qui est délesté de tout jugement, j'ai l'impression. Euh, il sait parler de cinéma sans juger. Il a des billets et il l'assume, je pense, mais ils se font pas ressentir. En tout cas, c'est très rare de sentir qu'il méprise un réalisateur. Peut-être avec Tarantino. Ouais, il le méprise pas hein, quand même, parce qu'il lui accorde de nombreuses pages. Euh, Faut quand même dire tout de suite, c'est important de le spécifier, c'est que Pierre Berthaumieux est un homme vraisemblablement, en tout cas c'est ce qu'il ressort de ses conférences et de sa prose, très mesuré, très intelligent forcément, et qui n'est pas particulièrement cassant. Il peut lui arriver de l'être, notamment quand il s'engage dans des querelles critiques, mais c'est rare, c'est souvent très argumenté. Pour le reste, je crois pas que ce soit un critique méprisant, même s'il lui arrive parfois de montrer ses sympathies et ses antipathies qui sont vraiment l'une comme l'autre très radicales. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais disons que c'est parce que oui, on a oublié de le mentionner, mais il est quand même critique chez Positif depuis, je crois, la fin des années 90. Oui, il apparaît moins Donc maintenant. ouais, ça fait, je crois, depuis 2023 qu'il n'a pas écrit, mais donc si jamais ça vous intéresse également, en plus des ouvrages qu'Hugo a cités en préambule, il y a tout un tas de papiers qu'il a écrits dans Positif et qui peuvent être vraiment très intéressants. Euh, voilà, comme dit, c'est une pensée qui est assez sublime. Et il a quelque chose en particulier, c'est il défend un cinéma, euh, une vision du cinéma qui est un petit peu désertée en Europe, j'ai l'impression. Bon, au niveau de. Je sais qu'il a été l'élève de Jean-Loup Bourget, mais ça, je pense que tu en parleras mieux que moi. Mais donc, voilà, il y a peu de gens qui parlent de Star Wars, par exemple, comme lui. Je sais que toi, tu es très attaché à tout son travail qu'il a pu faire sur Steven Spielberg. Je pense qu'il y a aucun exégète de Steven Spielberg en France, voire dans le monde, qui puisse lui arriver à la cheville, parce que c'est vraiment un travail monumental. Euh, et il parle vraiment des films, en fait. Sans parler juste... Il se fait pas une idée des films, mais il parle des films en eux-mêmes. Et ça, je trouve que c'est une manière très éthique, en fait, de pratiquer la critique. Ah oui, complètement. Bah, disons que la principale force, à mon avis, de l'entreprise critique de Pierre Berthaumieux, c'est euh, c'est son attachement aux formes même des films. Pour aller très vite, au découpage, à la rythmique, aux tonalités, aux influences plastiques, à l'utilisation des effets spéciaux, de la couleur, aux mouvements dans lesquels peuvent s'inscrire des cinéastes, aux dialogues qui existent entre les œuvres et entre les esthétiques de différents cinéastes, entre l'esthétique de différents cinéastes, pardon. C'est un cinéaste, je vais y arriver, c'est un critique, il est tard, il faut le savoir. C'est un critique qui comment dire, commente les films comme on commenterait finalement des œuvres d'art, c'est-à-dire en s'intéressant, quand on commente un tableau, normalement, on s'arrête pas aux dimensions et à l'histoire du tableau, mais il est bienvenu de commenter la touche, de commenter la couleur, de commenter la technique, de commenter l'iconographie et ce qu'elle représentait à l'époque de la peinture du tableau. Dans le cadre des films, Pierre Berthaumieux fait la même chose, sa hauteur de vue critique est impressionnante. Et je préviens ceux qui nous écoutent que je ne ferai que louer son travail, puisque je ne lui trouve, à vrai dire, aucun défaut. Moi, j'ai commencé à lire Pierre Berthaumieux quand je suis entré à l'université. Alors, il faut savoir que malheureusement, la plupart de ses livres ne sont plus disponibles. C'est le Heure et malheur de l'édition française. Pierre Berthaumieux a pu publier sa monumentale somme hollywoodienne chez Rouge Profond, mais le revers de la médaille, c'est qu'elle est indisponible, comme son livre sur Kenneth Branagh. Malgré tout, il est possible d'en trouver des exemplaires d'occasion, c'est ce que j'ai fait. Quand je suis entré à l'université, je fais ça rapidement. Les deux derniers volumes de la trilogie étaient disponibles, le premier ne l'était pas, alors j'ai contacté l'éditeur,
qui est aussi un critique, Guy Astic, et qui m'a gentiment envoyé le livre à son prix initial. Et j'ai ouvert le livre, j'ai relu beaucoup de fois l'introduction avant de lire en détail les analyses. C'est une histoire des formes hollywoodiennes, hein, en fait. Et j'étais subjugué par l'emphase qui soutenait son œuvre critique, par la passion, par l'amour et par la défense d'une forme de naïveté du regard devant les œuvres. Et c'était vraiment, pour moi, un choc. Je voyais pas ça dans la critique, je voyais souvent des critiques qui abordaient un point de la mise en scène, un détail presque politique. J'aimais beaucoup Toré à l'époque, je l'aime toujours beaucoup, mais il abordait vraiment les œuvres selon une méthode critique qui est plutôt héritée de Serge Danet, par exemple. Et là, j'avais quelqu'un qui embrassait les films, qui, qui disait comme il est beau de faire naître des mondes, je crois que c'est une des phrases de l'introduction, et c'était éblouissant de générosité critique. Euh, Tu parlais, tu évoquais donc sa langue un peu lyrique, je parlais d'emphase, effectivement, l'on reprochera, pour ceux qui n'aiment pas Pierre Berthaumieux, on lui reprochera à peu près les mêmes éléments qu'on peut reprocher au film qu'il défend, d'où une forme de cohérence. Berthaumieux, c'est un défenseur du Hollywood classique, pas seulement, hein, bien sûr, mais il puise là-dedans les bases de son amour pour le cinéma. Il le dit, les soleils rouges de Tara, au-dessus de Tara, les soleils d'orange pourpre, je me souviens plus tout à fait, il m'excusera si jamais par bonheur il entend cet épisode, m'ont fait aimer Hollywood pour toujours. Donc il aime l'emphase, il aime les effets hollywoodiens, il aime le sens de l'émotion et de la grandeur, et il pourra même parler parfois de grâce à Hollywood. Et c'est vraiment un défenseur de ce mélange des formes hollywoodiennes, de ce mélange des genres, de cette rencontre entre l'art classique européen et l'art populaire américain. Il le disait en parlant par exemple de Walt Disney. Disney, c'est la poignée de main de Mickey et du chef d'orchestre Stokowski. Eh bien voilà, sa défense d'Hollywood se fait sur ce plan. Donc, critique éblouissant, nous nous en sommes beaucoup servis pour parler de Nolan. Je crois que c'est un aspect de son œuvre que tu aimes beaucoup, toi, tout son travail sur le minimalisme. Je sais pas si tu veux nous en parler. Entre autres, il y a d'aspects que j'aime, mais c'est vrai que j'ai beaucoup planché sur tout le chapitre qui est dédié au minimalisme hollywoodien, donc qui recoupe Fincher, Steven Soderbergh. Il a fait des très très beaux papiers sur Steven Soderbergh. Je pense que c'est un de ceux qu'il a le mieux repéré et le plus rapidement, n'en déplaise à François Bégodeau. Mais oui, c'est ça. Il a réussi il crée des sortes de canons au sein même d'Hollywood. Par exemple, il y a l'orgie pop. Qui va compter différents cinéastes. Il y a tout un chapitre sur le regard réinventé de par la technologie de la performance capture. Et il va réussir en fait à petit faire entrer en dialogue, en résonance différents films et les regrouper sous une espèce de même famille. Et en fait c'est une analyse des formes comme tu le disais tout à l'heure. Euh, qui est tout simplement, le témoignage de sa rigueur, de cette espèce d'écriture qui pense le cinéma comme un art total. J'aime pas trop ce terme, mais vous m'aurez compris. Mais pour moi aussi, c'est quelque chose qu'en tout cas que j'ai beaucoup aimé chez Berthaumieux, c'est qu'il est vraiment tout seul dans la critique française. Donc par rapport à, je sais pas, tu parlais de Danet, Douché, Bazin, on pourrait encore en citer plusieurs, mais il est vraiment tout seul. Et il a aussi ce que j'appellerais un pouvoir de voyance assez dingue. C'est-à-dire qu'il pourrait même être capable de me faire changer d'avis sur les films, sur certains films. C'est le propre des bons critiques, normalement. Bah, je pense, hein, et de manière totalement désintéressée. Ce que je veux dire, c'est que on ne ressent pas le besoin de convaincre en tout cas la manière dont il écrit, mais il y a une telle évidence critique de par une acuité, une érudition
vraiment profondes, je crois, qui m'ont permis de comprendre certains films, de comprendre certains réalisateurs auxquels j'étais hermétique au préalable. Et c'est vraiment réjouissant parce que en plus de ça, il arrive à réhabiliter des genres qui peuvent être Et méprisés. tu as des exemples, pardon, de réalisateurs que tu as mieux compris ou dont tu as mesuré l'importance grâce au travail de Pierre Berthommieux? Oui, Zemeckis, Baz Luhrmann, par exemple, pour ne citer que. euh, Travail Soderbergh, entre extraordinaire sur autres. Baz Luhrmann. Oui, ouais, entre autres, il y en a tellement écrit. Enfin, oui, ce que j'aime bien aussi, c'est que il est pas capable de parler de l'image en tant que telle, de sa plasticité, du registre dans lequel elle s'inscrit, si elle est impressionniste, si elle est plutôt expressive, si elle est baroque, euh, mais aussi de parler des effets spéciaux avec autant d'acuité que quelqu'un comme par exemple Julien Dupuis chez Capture Mag, voire même encore plus Oh, Dupuis est quand même un spécialiste, je pense, de la question. Mais oui, enfin, Bah, je sais pas parce que enfin si c'est certain que c'est un spécialiste, mais par exemple j'avais personne entendu parler des capteurs de sodium des caméras de Michael Mann, euh, et de l'explication de pourquoi il y avait des espèces d'aberrations chromatiques, de petits points rouges ou de couleur verdâtre à l'image, et Berthommieux a su me l'expliquer, donc et c'est pas le seul cas de figure, je pense en tout cas qui existe. Faut savoir que voilà, il y a environ je sais pas 1500, 2000 plus ah, même 2000 pages et puis peut-être. c'est sur un format qui est bon, là, nous parlons donc de sa trilogie. Je te poserai une question sur cette trilogie juste après. Et pour ce qui est du format, oui, on peut estimer plus de 500 pages par tome, et ce sont des pages très grandes. C'est un très grand format et surtout abondamment illustré. Donc, c'est vraiment 2000 pages d'histoire des formes sur Hollywood. Alors, régalez-vous pour ceux qui apprécient ça. Et justement, comme nous parlons pour l'instant essentiellement de cette trilogie, est-ce que tu peux nous... Je sais pas si tu l'as sous les yeux, euh, sinon je le ferai. Est-ce que tu peux nous évoquer rapidement sa structure? Par exemple, une chose qui m'intéresse beaucoup chez Berthommieux, c'est l'origine, même si c'est pas le fond de sa critique, mais qui m'a beaucoup amusé, c'est l'originalité des titres qu'il donne au chapitre. Ou voilà, est-ce que tu peux nous donner des grands Bah, de points? tête, il y a le premier tome qui est le Hollywood classique, le temps des géants. Donc il va plutôt parler voilà, de la fondation d'Hollywood, de son héritage des metteurs en scène allemands. Il va parler donc des grandes œuvres fondatrices, de l'arrivée du Technicolor, à savoir par exemple les films de Cécile B2000, les films de John Ford, les films de Howard Hawks, jusqu'à donc l'arrivée, disons, un petit peu plus moderne, si on veut choisir un terme balise, de certains cinéastes comme Hitchcock ou Preminger. Dans son deuxième opus, il va parler donc du Hollywood moderne, qui est le temps des voyants. Euh, et là-dedans, il va donc parler du nouvel Hollywood, de beaucoup de Steven Spielberg, de Star Wars, de George Lucas, de Clint Eastwood. Il va parler du canon Coppola, de Canon tous les grands cinéastes en fait AZX. de cette AZX. Voilà, à chaque fois j'oublie. Euh, et ensuite, il va dans son dernier volume qui va de la fin du début des années 80, ou de la fin des années 80 plutôt, non, début 2000, je dirais plutôt, jusqu'à 2012, donc plutôt l'époque contemporaine, qui s'appelle Le Temps des Mutants, et dans lequel il va voilà, plutôt parler donc, de réalisateurs comme Christopher Nolan, et les films de James Cameron. Il y a tout un chapitre de Terrence Malick qui est, enfin, à propos de Terrence Malick, qui est pareil, tout simplement magistral. Ben, le troisième tome parlait essentiellement des cinéastes aux prises avec la mutation numérique et de la possible intrusion, enfin pas intrusion, mais on va dire de la prise de force d'une veine postmoderniste, par exemple avec Tarantino, donc une veine pop, une veine citationnelle, euh, face à des cinéastes qui pour lui conservent ce sens de l'élégie et de la grandeur hollywoodienne, malgré la technologie nouvelle qui le fait un peu douter, on le sent dans la conclusion, mais je vous laisserai le découvrir. Mais par exemple, donc, Terrence Malick, comme tu le dis, et ce qui est phénoménal, c'est quand même ce plaisir de lecture, parce qu'il écrit très bien, parce qu'il n'a pas peur de l'emphase, et puis ce sont les titres. Là, j'ouvre par exemple le premier volume, qui sera
même pas, je pense, le plus passionnant en termes de titre, mais déjà, Monument de vallée et La mer rouge, Les grands hommes, ce sont les titres des chapitres. Promesse de l'aurore, euh, Des héros et des vanités romantiques, la signature de Michael Curtiz, l'expérimentation classique, le canon Howard Hawks, le monde autour des hommes, le canon Alfred Hitchcock, le monde et ses indices, etc. Donc on peut voir un plaisir de la composition du livre, un plaisir du titre, et je l'ai dit tout à l'heure, on a la sensation qu'il pratique la critique comme les cinéastes qu'il apprécie pratiquaient le cinéma. Euh, si vous voulez en savoir plus, bien sûr, sur son travail, euh, il a donné une interview chez France Culture avec Michel Simon, dans laquelle il aborde sa trilogie hollywoodienne. Et Elle était sûre qu'elle est encore disponible? Je crois qu'ils en ont supprimé quelques-unes, donc bah, ils en ont supprimé une dans laquelle il venait parler de Shakespeare. ouais. Ce qui est très très dommage. En fait, il existe encore 2 émissions où l'on parle de. Ou peut-être celle sur Star Wars. Enfin, il faut faire attention parce que France Culture, des fois, rend inaccessibles certains podcasts qui étaient accessibles auparavant. En tout cas, il est intervenu plusieurs fois sur France Culture. Vous pourrez retrouver au moins une ou deux de ses interventions. Et il a donné plusieurs conférences disponibles en ligne. Donc, si vous voulez l'entendre parler plus directement de son travail, le présenter lui-même ou l'entendre intervenir sur un sujet, il est notamment venu parler de Terrence Malick avec Philippe Fraisse sur France Culture également. Donc J'avais fait une liste sur Sens Critique qui répertorie toutes ces interventions. Donc il y a à peu près une trentaine de films, je crois. Je la mettrai, je pense, en description de la vidéo, enfin de l'épisode du podcast quand on publiera, pour que vous puissiez le consulter. Il y a beaucoup de choses trouvables encore sur YouTube ou même au Forum des images et sur Dailymotion. C'est important, il y a toute une vidéo sur Steven Spielberg sur Dailymotion. Donc voilà, petite parenthèse. Je te laisse continuer, Hugo. Oui, bon, si ça te dérange pas, parce que je parle peut-être un peu trop, j'aimerais parler de 2 points très importants pour moi dans mon rapport à Berthomieux et qui vont me permettre de rebondir et de répondre à la question pourquoi faut-il lire Pierre Berthomieux, même si vous aurez compris que c'est pour l'ampleur de sa critique, pour l'originalité de son travail, pour la rigueur de son style et de ses connaissances techniques. Mais 2 points, d'abord Steven Spielberg. Tu as mentionné son travail sur Spielberg, donc 2 chapitres très imposants dans sa trilogie, dans le 2e et 3e volume, avec une analyse très longue et très belle de Cheval de guerre. Donc il m'a fait comprendre que Cheval de guerre était un très grand Spielberg, et pourtant Spielberg est de très loin mon cinéaste favori et depuis très longtemps. J'ai moi-même rédigé un mémoire de recherche sur l'œuvre de Steven Spielberg, sur le rapport de son œuvre à la fluidité. Et Pierre Berthomieux est l'auteur que j'ai cité le plus abondamment, en tout cas dans la première partie de ma recherche. Et vraiment, pour avoir lu un peu ce qui se faisait à côté, c'est sans commune mesure. Il n'y a pas de travail aussi ambitieux, aussi précis. C'est le cinéaste qui a le critique, je ne cesse d'être confus. C'est le critique qui a le mieux cerné la dimension métaphysique de l'œuvre de Spielberg, son jeu sur les tonalités, sa mise en scène. Donc, assez incomparable pour son travail sur Steven Spielberg. Et un autre réalisateur qui m'est cher et sur lequel il a écrit, c'est Kenneth Branagh. Il a écrit un essai sur l'œuvre de Branagh. Je me permets d'aller simplement l'attraper. Voilà. Voilà. Donc, c'était publié chez Jean-Michel Place. C'est une monographie qui est intitulée Kenneth Branagh, Traîne de feu, rosée de sang, et qui s'achève sur la sortie à l'époque, donc la dernière œuvre cinématographique de Branagh devait être Hamlet. Le livre doit s'arrêter sur Hamlet, je pense. Ce qui veut dire que c'est un livre très précoce. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que
Euh, il, il écrit un livre sur un Branagh qui n'est encore pas l'auteur de dizaines de films que nous connaissons, et qui est un cinéaste et acteur, on va dire, peu considéré en France, un peu plus dans le monde anglo-saxon, et lui décèle dans son œuvre des liens thématiques, une originalité, une force expressive qu'il décrit avec minutie, avec une grande intelligence dans ce livre. Et pour moi, ça a été une révélation. C'est-à-dire que je me suis intéressé à Branagh parce que Bertholomew avait écrit sur lui. Et j'ai été ébloui par le travail de Kenneth Branagh, par son œuvre, et je le dois à Bertholomew. Et comme Étienne a appris à aimer des cinéastes grâce à Pierre Bertholomew, j'ai appris à en découvrir grâce à lui. Et il faut dire quand même que l'ambition qu'il faut, en étant un jeune critique, pour aller publier un livre sur un cinéaste qui a publié à peine, qui a produit à peine quelques films, elle est quand même assez grande, surtout quand il s'agit de défendre des auteurs qui ne sont pas, comment dire, n'ont pas les bonnes grâces de la critique universitaire, même si aujourd'hui, sa camarade, et si je ne me trompe pas, amie Sarah Hatchuel, a beaucoup parlé de Pierre Bertholomew, de Kenneth Branagh. Pierre Bertholomew n'est pas seul non plus quand il défend certains cinéastes hollywoodiens. Christian Viviani est à peu près sur la même ligne que lui, sur Branagh également. Mais tout de même, il faut noter que Bertholomew choisit des sujets, choisit des angles d'approche, choisit de défendre des opinions, notamment sur la trilogie républicaine de Star Wars, donc ce qu'on appelle la prélogie, 1, 2 et 3, de défendre donc des causes presque perdues dans le monde, dans l'intelligentsia cinéphile. Et il le fait avec déjà beaucoup de fougue, et avec une sorte de mélancolie, je crois. Il est ébloui par la splendeur des œuvres, comme au présent, et en même temps, quand il regarde, on va dire, au passé, il voit à quel point elles ont été maltraitées par la critique ou ignorées. On se souvient de son introduction du Rebelle et l'Empereur. Je crois que tu viens de la relire, donc est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bah globalement, on sent qu'il est un petit peu désabusé vis-à-vis de la situation et il se rend compte que bah, les critiques traitent les films avec beaucoup de biais, sans réel amour du matériau et on sent que ça l'agace quand même. Il se permet même une petite sortie piquante sur Rafik Djoumi. Euh, Grosso modo, il le traite de geek, déçu, me semble-t-il. Non, de fan. Je pense il est pas, il le traite pas de geek en fait. Il dit que c'est un fan déçu qui commente la prélogie depuis sa déception. Oui, ouais, c'est ce qui est vrai en soi. Enfin, ce qui me semble vrai. Ouais, ce qui est notre position aussi. Alors sans vouloir s'en prendre à un Fijumi, enfin c'est pas le propos, mais en tout cas, nous pensons également qu'il y a beaucoup de commentaires sur la prélogie Star Wars, mais nous en reparlerons peut-être un jour sur Bazar, qui sont le fait d'une déception, qui est plutôt une déception de fan qu'une déception de spectateur en soi. Oui, Tenet de Nolan, par exemple. Oui, ça c'était le même Non, cas. mais... Oui, aussi, tu citais donc sa défense de la prélogie, et donc ce serait aussi intéressant de parler de son travail monumental sur Star Wars, qui, quand même, et comme ce qu'il a fait sur Spielberg ou sur Branagh est quasiment, enfin difficilement comparable. Du moins, en tout cas, il choisit de le traiter d'un certain angle qui m'était encore jusqu'alors inconnu. C'est-à-dire qu'il parle déjà de la prélogie, de la plasticité de la prélogie, de la dramaturgie de la prélogie, des effets spéciaux, de la tonalité expérimentale de Star Wars 3, où il parle justement des espèces de formes abstraites, de trajectoires rectilignes qui viennent habiter le cadre. Euh, et donc c'est là où on se rend compte qu'il parle vraiment de mise en scène, ce qui est finalement pas si... ce qui est assez rare en fait dans la critique. Alors soit on a le droit à de la mise en scène qui va être plan par plan sur une analyse de séquence, mais je crois en tout cas que
que sa défense de la mise en scène comme langage premier du cinéma est assez rare, et que ça témoigne encore une fois de la manière dont il est incarné, habité en tout cas, par le cinéma. Donc, ça peut paraître étonnant hein, de dire que la critique ne s'intéresse pas tant à la mise en scène. Alors, c'est pas tout à fait vrai hein, dans le milieu universitaire. Je dis pas que toi tu te trompes, hein, mais le dire comme ça, c'est à nuancer. Dans le milieu universitaire que j'ai connu, dans les études de la recherche sur l'esthétique, on parle évidemment de mise en scène, mais rarement avec autant de précision. Et ensuite, dans la critique généraliste publiée dans les magazines, c'est, disons, ce sont majoritairement des papiers qui rendent compte du propos du film ou de sa justesse de ton, et nous n'allons pas beaucoup plus loin. Berthomieux, lui, évoque des phénomènes visuels, des phénomènes rythmiques. Il fait de Star Wars un grand opéra de formes abstraites, une histoire grand public pour les formes abstraites et expérimentales. Et il le détaille. Il aborde la technique, la technologie utilisée, il utilise beaucoup, il cite beaucoup d'entretiens des cinéastes pour essayer de comprendre leurs intentions et de comprendre ce qu'il reste de leurs intentions dans le produit fini. C'est quelqu'un qui croit au film. Je vais peut-être lire un petit bout de l'introduction pour que certains se rendent compte un peu de son point de vue, de sa façon d'aborder le cinéma, même si c'est pas dans cette introduction, il ne pratique pas l'analyse, mais il présente son projet. Je lis un tout petit passage pour que vous ayez conscience à peu près aussi de sa prose. Pardonnez-moi le bruit des pages si vous l'entendez. Il écrit par exemple, il parle d'une citation de Bertrand Tavernier qui l'agace un peu, même s'il respecte énormément Tavernier. La citation comprend des fins de scène souvent surprenantes, même si le ton reste assez hollywoodien. Et Berthomieux écrit: La phrase est plutôt terrible. Elle me rappelle une notice de dictionnaire. Malgré de brillantes études, il s'est engagé très tôt dans la voie du cinéma, chasser le naturel. Terrible pour les idées reçues qu'elle trahit et pour le plaisir dont elle fait l'économie. Hollywood, donc, où l'absence de surprise et d'originalité. Hollywood classique vu par l'institution, l'histoire est ancienne, elle avait ses saints, John Ford, Howard Hawks ou Alfred Hitchcock, comme le cinéma contemporain a les siens, Tim Burton ou Clint Eastwood. De John Ford, on pouvait aimer les westerns, mais il convenait de dédaigner les pinceaux académiques et appuyer comme le mouchard, et surtout, Dieu est mort, l'adaptation d'un roman de Graham Greene sur la fuite d'un prêtre lâche dans une dictature d'Amérique centrale. Hawks était grand quand il faisait des comédies, et se fourvoyait à tourner un film sur une pyramide, Hitchcock déclinait après les oiseaux, et puis, il y avait ce groupe des trois, ces cinéastes qu'il valait mieux dédaigner, le mot correct pour les évoquer était académique, qui rimait bien avec anémique ou endémique, dédaigner donc Fred Zinman, William Wyler et George Stevens, les réalisateurs de Tant qu'il y aura des hommes, Les plus belles années de notre vie et Géant, des artisans attachés à des sujets démonstratifs et théâtraux. Et à un autre endroit, il écrit par exemple: L'histoire qui suit n'est pas une histoire officielle, mais plutôt un essai sur le cinéma hollywoodien, jusqu'à son tournant du XXIe siècle, des promesses de l'aurore aux victoires de Star Wars 3, la revanche des Sith. Il voudrait capturer ou retrouver quelque chose du processus créatif qui fit naître les films et guida le trajet des artistes dans leur époque, montrer la bigarrure d'Hollywood, ses rencontres et ses improbables contrastes, sa résistance à la hiérarchie des artistes, laquelle, à force de prêcher le bon goût, finit par figer et manquer la véritable histoire du cinéma américain. Le classement en art m'a toujours paru suspect. Il est aisé de distinguer des œuvres qui ont eu de facto une importance historique par leur influence, leur rayonnement, etc. Vous aurez compris ce que j'entendais par ampleur de vue. Vous aurez compris aussi comment il se place pour défendre des cinéastes rejetés par la critique institutionnelle, parce que c'est plutôt celle-là qui lui pose problème, la critique institutionnelle, la critique des cahiers du cinéma, la critique disons, les livres les livres porteurs de la critique universitaire. Malgré tout, il ne déteste pas ce monde-là. Il reconnaît par exemple à Jacques Aumont qu'il est le plus puissant des critiques d'Eisenstein. Donc Berthomieux n'est pas un homme rancunier, n'est pas un aigri. Dogmatique. Exactement. C'est un passionné et son œuvre est passionnante pour cette raison. Et il me semble qu'on a pas tant développé sur. Enfin, bon, les auditeurs l'auront compris, mais sur son américanité. Ou en tout cas sur son amour de l'Amérique, qu'il a beaucoup réfléchi comme une mythologie en fait du cinéma américain.
Et je pense pas que ce soit simplement une question de géographie ou d'industrie, mais c'est aussi un régime d'images, de récits ou de gestes, en tout cas, qui sont porteurs d'une vision du monde. Et je pense que c'est en ce sens qu'il a écrit sa trilogie hollywoodienne. Il est habité par les États-Unis et par l'art américain. Il fait référence à Melville, à Faulkner, à, à Steinbeck. Il évoque la peinture américaine, il évoque la télévision américaine, l'histoire américaine. Un autre pôle important à ne pas négliger chez lui, c'est sa connaissance très très fine de l'art britannique, notamment donc du cinéma britannique, de David Lean, de Joe Wright, d'Alfred Hitchcock et d'autres, de bien d'autres, Kenneth Branagh notamment, mais aussi de la littérature britannique, il parle de Dickens, de beaucoup d'autres, hein, de Frankenstein, de Shakespeare, donc c'est à ne pas négliger. D'ailleurs, je parle de Shakespeare, je précise que pour Bertholomew, l'une de ses thèses, c'est que la Bible et Shakespeare sont les deux grandes influences, les deux spectres qui hantent le cinéma hollywoodien. Voilà, si vous voulez en savoir plus, encore une fois, il faut le lire. Mais oui, très américain, très anglo-saxon, en fait, pour être exhaustif. Oui. On sent qu'il est pas né au bon endroit, quoi. Ouais, je ne sais pas. Après, bon, je connais pas trop son rapport au cinéma français. Je pense pas qu'il le méprise non Je... plus, hein. Non, mais je pense que juste, j'ai pas l'impression qu'il soit très intéressé, en fait. Bah, du point de vue critique, en tout cas, il lui accorde pas beaucoup de place. Après, peut-être est-ce un grand amateur de cinéma français, nous n'en savons rien, nous ne voulons pas lui prêter des idées qui ne sont pas les siennes. En tout cas, il n'a pas beaucoup écrit sur le cinéma français. Il se concentre essentiellement sur Hollywood et en périphérie sur le cinéma anglais ou les influences de Hollywood qui peuvent être par exemple pour lui Eisenstein, le cinéma d'Eisenstein ou celui de Michelangelo Antonioni. Ouais, Antonioni plutôt pour le nouvel Hollywood. D'ailleurs, sa position sur Nouvelle Hollywood, je rebondis sans cesse parce que tout me revient en l'évoquant, mais sa position sur Nouvelle Hollywood est assez originale. Je sais pas si peut-être veux-tu la résumer. Il me semble que pour lui, c'est une construction. En tout cas, que le nouvel Hollywood, comme on l'entend en France, est quelque chose qui n'existe pas vraiment et que c'est plus disparate, Plus diffus. disons, plus diffus. Euh, Parce que c'est vrai qu'en France, on est très attaché au classement, aux classifications, on est très attaché à la hiérarchie. Euh, voilà, en témoigne un petit peu disons, l'entêtement des Français à toujours vouloir savoir si quelque chose mérite le rang d'art. C'est vrai que les Américains ne s'entachent pas vraiment de ces problématiques. Et, euh, et donc lui, en quelque sorte, il débunk, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, il va plus ou moins déboulonner l'idée que le nouvel Hollywood est un mouvement plus ou moins orchestré de différents réalisateurs qui se réunissent sous disons, un canevas, Oui, une même bannière en fait. esthétique. Oui, oui. C'est ça. Comme oui, il s'amusait d'ailleurs aussi à expliquer en quoi Citizen Kane n'était pas un film si novateur, en quoi Stanley Kubrick n'était pas non plus le grand. Alors il le fait avec beaucoup de respect, disons, plutôt il va prouver et il va expliquer que certaines choses qui sont dites dans la critique de cinéma, certains mythes qui ont la peau dure, sont en fait tout simplement faux, en fait. En allant donner des exemples précis, Ouais, il dit que ce soit que donc. Citizen Kane ressemble à King Kong, par exemple, au King Kong C'est ça. de 33. Et que et pour parler de 2001, l'Odyssée de l'espace, il va citer tout un tas de films expérimentaux, de films de la NASA, pour montrer qu'en fait Kubrick est allé pêcher ici et là et qu'il n'a rien inventé. Ce qu'il a fait, c'est alors il lui reconnaît un talent de synthétiseur, disons un talent comment dire, qu'il a réussi avec beaucoup d'habileté à rallier les morceaux pour créer une forme tout à fait neuve, mais il prend quand même bien soin de montrer que des choses étaient ici et là, euh, et en quelque sorte venir arracher certaines idées.
Ouais, c'est un grand critique de la continuité. Alors, pour, pour revenir sur l'exemple de 1001 l'Odyssée de l'espace, c'est peut-être le film avec Star Wars qu'il cite le plus dans sa trilogie. Donc c'est pour vous dire s'il le respecte. Je pense qu'il considère ce film comme un monument du cinéma hollywoodien. Mais effectivement, il relativise certains points plutôt que certains éléments du film. Il va relativiser des discours autour du film. Et c'est un critique de la continuité qui montre qu'il y a continuité entre le cinéma classique et le cinéma des années 70, entre le cinéma des années 70 et le cinéma qui lui succède. Il va examiner notamment l'influence d'un cinéaste comme Frankenheimer sur l'œuvre de Spielberg. Euh, Par exemple, il n'a pas tout à fait le point de vue d'un Jean-Baptiste Toré sur le Nouvel Hollywood, même si leurs œuvres ne sont pas tout à fait rivales, elles sont, disons, complémentaires. On sent bien qu'il n'examine pas certains cinéastes euh, que, que Toré traite en détail, par exemple Peckinpah ou Al-Ashby. Mais malgré tout, il se, il se démarque un peu de cette manière d'isoler le Nouvel Hollywood comme un âge d'or. Il est très violent vis-à-vis du livre Le Nouvel Hollywood de Peter Biskind, euh, qui serait temps de jeter, enfin peut-être pas de jeter à la poubelle, mais de considérer comme un livre approximatif, un travail journalistique et pseudo-historique. Malheureusement, ce livre est édité et plus ceux de Pierre Berthommieux. En tout cas, grand critique de la continuité, des liens de filiation esthétique, et c'est une raison de plus de le lire. Ouais, c'est vrai on vous dit de le lire, mais on ne sait pas si les bouquins sont encore disponibles. Alors Moi, je sais d'occasion, que Le oui. Bon Coin m'avait bien réussi à l'époque. Donc, si vous avez été convaincu, en tout cas, par nos arguments et nos digressions, je ne peux que vous recommander, en tout cas, d'aller regarder les sites de revente, Chasse aux livres aussi, peut-être une alternative. Et franchement, je me souviens que c'était une phrase que tu m'avais dite. C'est qu'une époque où je cherchais vraiment à développer, disons, une vision critique du cinéma. J'avais demandé des recommandations de lecture. Et tu m'avais dit que, quand je t'avais évoqué le prix, tu m'avais dit que ça valait au moins 10 livres, sa somme, sa somme hollywoodienne. Et c'est totalement vrai. Et je dirais même plus, en fait. Vous pouvez tout faire avec. Alors, si vous concentrez sur le cinéma hollywoodien, vous pouvez quasiment tout faire avec ça. Euh, Ça peut vous durer des années de lecture. Et je rigole pas parce qu'il y a l'interprétation, il y a la relecture, c'est extrêmement dense. Donc, je dirais pas que Berthommieu est un critique qui est facile, parce que ses textes demandent une attention qui est réelle, mais en retour, en tout cas, ils offrent énormément. Donc, une épaisseur de pensée, une expérience très sensible de ce que peut être la lecture critique, mais aussi un regard amplifié sur les films. Oui, ce n'est pas un critique facile, mais c'est un critique plaisant, parce que c'est un critique engagé, c'est un critique qui croit en ce qu'il écrit, et qui cherche à nous faire aimer les films, parce qu'il les aime lui-même. Maintenant, pour clore, je dirais que si vous avez envie de connaître le lien entre Frankenstein de Branagh et le sublime, si vous voulez savoir en quoi Terrence Malick est un cinéaste spectaculaire, au même titre que des cinéastes de blockbuster, et en quoi c'est un cinéaste profondément américain dans la tradition qu'il représente, si vous voulez lire une analyse détaillée de l'esthétique de Cécile B2000, du foisonnement baroque de ses œuvres, de son rapport à l'érotisme, si vous voulez lire le meilleur spécialiste d'Autant n'emporte le vent, ou réhabiliter la deuxième trilogie Star Wars, si vous êtes intéressé par le cinéma de Steven Spielberg et que vous n'avez jamais trouvé que ce n'était qu'un simple auteur de blockbuster, mais que vous y voyez une profondeur spirituelle. Si vous êtes touché par l'ampleur des films de David Lean, par les grandes fresques hollywoodiennes, si vous trouvez que les films de Walt Disney sont inexplicablement beaux et qu'ils ont un charme tout particulier, si bien sûr vous voulez soutenir un critique très important et dont le travail est vraiment magnifique, vraiment poétique et en lui-même une œuvre, eh bien nous ne pouvons que vous encourager à lire Pierre Berthommieux et je pense que nous pouvons clore cet épisode en le remerciant, en tout cas pour ma part, du fond du cœur, parce qu'il a littéralement changé ma vie.